vous aviez signé un rapport en 2019, on était avant la pandémie, les problèmes de production se posaient déjà, et notamment les problèmes de foncier, de terrain. Où sont les terrains? Comment peut-on en obtenir la mise à disposition? Je dis, vous avez même rendu public ce travail, c'est devenu un livre, on l'a vu, et puis une proposition de loi. Ce que vous aviez proposé, qu'est-ce qu'il en reste? Ensuite, on verra qu'un autre rapport très récent, un rapport Obsamen, Jean-Luc Moudin qui a contribué, on va attendre qu'il soit là, mais a prolongé cette réflexion. Est-ce que vous êtes satisfait de ce qui a été repris, de votre réflexion? Qu'est-ce qui pourra l'être peut-être? Je crois qu'il y a encore un projet de loi là qui arrive. Voilà, votre analyse. Et ensuite, un petit mot effectivement sur climat résilience, parce que on voit que les élus considèrent que ça va bloquer des choses, et c'est pas les seuls. Oui, merci beaucoup. Effectivement, en 2019, le Premier ministre, Édouard Philippe, m'a demandé de lui faire des propositions pour lutter contre la spéculation foncière et pour rendre le logement plus abordable en zone tendue. C'était notamment à la suite de la crise des Gilets jaunes. Juste un chiffre. En 10 ans, le foncier dans les zones tendues a augmenté de 71%. Et le foncier, c'est absolument nécessaire pour construire. Et je parle du foncier nu, je ne parle pas du foncier recyclé, qui est encore plus cher. Et donc ça veut dire que ne peuvent se loger aujourd'hui dans les zones tendues, dans les centres-villes des métropoles, que les plus riches d'entre nous, ceux qui peuvent se permettre de payer les appartements à ce prix-là, ou au contraire la population la plus pauvre d'entre nous pour celle qui peut bénéficier de logements sociaux. Et sachant que 70% des Français peuvent prétendre à des logements sociaux, vous imaginez quelle est la faible part. Voilà. Et donc la file d'attente qui est votée. Oui, la file d'attente qu'évoquait Annette Léniaud tout à l'heure. Donc ça veut dire que le Français moyen, il est obligé de quitter le centre-ville. Il va habiter à 10 km, 15 km, 20 km, à des endroits où, en fait, ses finances lui permettent d'acheter ou de louer. Sauf qu'il oublie qu'entre-temps, au centre-ville, il peut bénéficier d'un métro, de tram, enfin de moyens de transport très lourds et très efficaces, et d'un vélo Toulouse, par exemple, et autres, que si vous allez à 25 km de Toulouse, vous n'avez plus ces éléments-là. Donc ça veut dire que vous êtes obligé d'acheter une voiture, 2 voitures, 3 voitures si vous avez un enfant à la fac, et vous devenez extrêmement sensible au prix du transport. Voilà. Et donc c'est suite à ça que j'ai fait 50 propositions au Premier ministre à l'époque. De ces propositions, et je salue le maire de Toulouse, nous saluons monsieur le maire, président de la métropole. Oui, ça me ferait plaisir que pour respecter la charte jamais sans elle, Annette reste avec nous. Eh bien, ça nous fait plaisir à tous. Voilà, on peut bien dire à Jean-Luc Moudin que au pied levé, voilà, c'est le cas. Annette Léniaud a tenu un discours très précis sur la situation des besoins en logement et aussi d'action municipale et de la métropole en faveur de la construction. Jean-Luc. Donc, l'autre Jean-Luc, parce qu'on en a 2 maintenant. Parmi les propositions que j'avais faites à Édouard Philippe, un certain nombre ont donné lieu à un projet de loi qui a été adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale et qui a été un peu moins apprécié au Sénat. Voilà, en fait, le Sénat a été renouvelé en fait entre-temps et n'a pas trouvé pour l'instant la place pour le mettre à l'ordre du jour. Mais dans ce projet de loi, il y avait un certain nombre de choses comme le financement de la réhabilitation de friches. Nous avons à l'intérieur de nos villes pas mal de friches industrielles, de friches commerciales, de friches de bureaux, de lieux qui peuvent devenir des lieux d'habitation, qui aujourd'hui ne sont pas intéressantes souvent pour des promoteurs parce que cette réhabilitation, avec un coût de dépollution en général très important, ne permettent pas d'avoir une équation économique intéressante. Donc il fallait une friche. Cette proposition, qui était l'article 4 de mon projet de loi, est devenue un élément du plan France Relance, qui a été à la fois pérennisé par le Premier ministre, puis le Président de la République, qui a décidé de doubler ce fonds-là. Il y a eu un certain nombre d'éléments intéressants, comme la séparation du foncier et du bâti, que je préconisais, qui existe déjà pour le logement social, à pour les logements sociaux, voilà, qui permet à quelqu'un qui est sous plafond de logement social de n'acheter que l'appartement, le terrain restant la propriété
de l'OFS, de l'organisme social. Et donc ça permet d'avoir des appartements de l'ordre de 40% moins chers que... On découpe le terrain, hein, dont on a parlé de l'augmentation considérable, et puis le bâti, hein, pour simplifier, c'est ça? C'est exactement ça, voilà. Donc j'avais proposé dans mon projet de loi que tous les Français puissent accéder à ce type de mécanisme. En fait, ça ne sera pas pour tous les Français, mais ça sera au moins pour de logements intermédiaires et pour des commerces qui seraient à l'intérieur d'un immeuble de ce type-là. Et ça sera dans la loi 4DS qui est déjà passée au Sénat et qui va arriver à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est à venir, mais avant la fin de l'année, ce sera inscrit dans la loi et on pourra utiliser cet outil, en fait. On pourra effectivement pour le logement intermédiaire. Utiliser cet outil. Et il y a eu d'autres éléments, notamment dans la loi Elan, qui permet de limiter le nombre de recours contre les permis de construire. C'est-à-dire que jusqu'avant cette loi, on pouvait faire un recours pour un objet particulier, éventuellement être débouté 2 ans plus tard, puis faire un autre recours sur un autre sujet. Depuis la loi Elan qu'on a votée en 2018, un particulier qui fait un recours contre un permis de construire est obligé de mettre la totalité des motifs sur une seule action. Voilà. S'il en oublie, eh bien, trop tard, tant pis, il a lancé une action. Voilà. Donc il y a quand même eu un certain nombre de choses. La loi de 2014, je crois, la loi Allure déjà avait resserré les boulons. Hein, mais c'est surtout la loi Elan qu'avait initié Julien de Normandie. D'accord. Est-ce qu'on est au maximum de ce qui peut être fait pour contrer les recours malveillants, comme on dit, ou est-ce qu'il y a encore, Annette Aignaud évoquait le recours qui a tout simplement mis à bas le plan local, intercommunal. Est-ce qu'il faut encore aller plus loin? Alors on ne va pas les interdire, ces recours, hein, c'est juridiquement une faculté qui doit être laissée, mais est-ce qu'il faudrait aller plus loin? Les promoteurs diraient peut-être que oui, on va voir avec Philippe. Mais... Dans la loi française, on permet à chaque Français de pouvoir se plaindre de quelque chose qui ne lui convient pas. Donc, et ça, c'est normal. Par contre, on a mis notamment dans la loi Elan un certain nombre de sanctions financières quand le recours est jugé malveillant. Oui. Après, c'est au juge de s'emparer de la loi et de l'appliquer. Si le juge ne l'applique pas, il ne l'applique pas. Oui, c'est-à-dire qu'à la discrétion du juge, on peut sanctionner lourdement un recours malveillant. Tout à fait. Annette, oui, mais il faut, le juge a précisé qu'il fallait avoir intérêt à agir. C'est-à-dire qu'il faut, pour pouvoir faire un recours, il faut être riverain, il faut avoir une nuisance. Une association qui n'a pas d'intérêt direct avec l'opération n'a pas intérêt à agir. Donc, je crois que ça a été introduit par... ça a été introduit par Elan également. Par la loi Elan. D'accord. Donc, les recours sont quand même assez limités, même s'ils existent toujours et qu'ils sont un facteur de ralentissement de la croissance de... Dans les travaux que vous aviez menés, Jean-Luc, alors que ça a donné lieu à la proposition de loi à proprement parler, qui est toujours, on l'a dit, dans les circuits parlementaires, mais qui est pour l'instant bloqué au Sénat, ou que ce soit dans d'autres textes que vous avez pu inspirer, est-ce qu'il y a une autre mesure, 2 autres mesures à laquelle vous étiez attaché et qui n'est pour l'instant pas utilisable? Il y a une mesure qui est que le permis de construire reste de la responsabilité du maire. Pendant cette année d'audition en 2019, 60% ou 80% de mes interlocuteurs me disaient ce sont les maires qui freinent la construction, donc il faut leur retirer confisquer ce droit et le mettre au préfet. Et donc à chaque fois je leur disais je ne peux pas pour 2 raisons. Première raison parce que je suis élu local, ou en tout cas je l'ai été pendant longtemps, et donc je sais quelle est la difficulté à Toulouse, du maire, et à Toulouse, et dans l'équipe de Jean-Luc et d'Annette. Donc je sais à quel point c'est important que ça soit à ce niveau-là que ça soit décidé. C'est la bonne maille. C'est la bonne maille. Il n'y a que le maire, l'adjoint au maire, qui peut savoir ce qui est bien pour sa commune. Le préfet, d'abord il est là que pour 3 ans. Enfin, c'est pas l'État qui peut décider qu'est-ce qui est bien pour Toulouse, qu'est-ce qui est bien pour Montpellier, qu'est-ce qui est bien pour Bordeaux. Voilà. C'est donc le maire. Et si le maire est parfois frileux, c'est notamment parce que les habitants sont frileux. Le maire pourrait avoir envie de construire, mais il y a aussi le mythe du maire bâtisseur qui se fait battre aux élections suivantes. Ne serait-ce que parce que ce sont les habitants qui ne veulent plus qu'on construise. Et ils veulent bien qu'on construise avant d'arriver, parce qu'ils veulent pouvoir acheter ou louer un appartement. Et une fois qu'ils sont là... Ça ne n'empêche pas de venir dans votre permanence, si vous êtes élu local, pour avoir un logement.
Absolument. Vous les aidiez. Voilà. Donc il y a un petit paradoxe. Voilà. Et donc j'écris au maire pour lui. Voilà, mais on va donner la parole à Jean-Luc Moudec dans 10 secondes. Encore une chose, très bien, les maires doivent conserver cette prérogative, en tout cas c'est vraiment votre Mais par avis. contre, il faut inventer, tous ensemble, inventer une nouvelle manière de faire en sorte que les habitants comprennent à quel point c'est important que la ville se reconstruise sur la ville. Et notamment, je crois que les gens sont de plus en plus sensibilisés à l'écologie, sont de plus en plus sensibilisés au zéro artificialisation nette, à arrêter l'étalement urbain. Et donc, pour faire en sorte d'arrêter cet étalement urbain, eh ben, il faut densifier, il faut monter légèrement, mais il faut construire juste différemment. Mais il y a des quartiers de Toulouse qui sont extrêmement denses. Exemple, prenez les quartiers des Chalets, c'est l'un des quartiers les plus denses de Toulouse. Vous n'allez pas me dire que c'est un quartier invivable. Au contraire, c'est un quartier le plus agréable de Toulouse. Donc pour vous, ces contraintes qu'évoquait Annette Léniaud avant que n'arrive Monsieur le maire, elles sont viables. On peut faire avec. C'est une nouvelle contrainte de frugalité foncière, comme on dit, d'arrêter l'artificialisation. On peut faire avec et pouvoir répondre aux besoins en logement. Sur le papier, on peut faire avec. On ne peut faire avec que si les Français comprennent qu'il faut faire avec. Voilà. D'accord. Ce sont les habitants, ce sont les riverains qui doivent être concertés peut-être d'une manière différente. Il y a peut-être autre chose à inventer, ou peut-être c'est à l'État à les sensibiliser de manière à ce que ces riverains ne viennent pas contrecarrer des projets municipaux. Pour finir, ça fera le lien avec l'intervention de Monsieur le maire. Il me semble avoir lu aussi dans la proposition de loi qu'il était souhaitable d'interdire les ventes par adjudication que peuvent aujourd'hui faire les communes de leur terrain notamment. Donc cette mesure aujourd'hui n'est pas dans la loi, n'a pas été reprise. Cette mesure n'est pas dans la loi et elle est toujours souhaitable. Elle est toujours souhaitable, Jean. Oui, pour moi elle est toujours souhaitable. C'est comment dire là, c'est que ça soit la commune, le département ou l'État, dans la mesure où ils mettent un terrain aux enchères. Le terrain étant tellement rare que l'enchère elle va inévitablement monter. Et donc ça veut dire que dans tout le quartier, les prix vont monter, inévitablement. Ça veut dire que vous préconisez que celui à qui on va accepter de vendre le terrain, qui va être un promoteur par exemple, soit sélectionné sur quoi, la qualité environnementale de son projet, sur d'autres critères que l'argent. On peut lancer un concours avec effectivement une qualité environnementale, un geste architectural, avec tout un tas de critères. C'est juste qu'il n'y ait pas le critère prix. Que le prix soit le prix que la mairie, enfin en tout cas la collectivité locale ou nationale, ait décidé. Que le prix soit fixe.